quel état d'esprit habitent ces habitants de Kherson qui sont en train de partir et qui sont en majorité ukrainiens, il faut le rappeler, même si vous allez nous dire que sans doute ceux qui sont restés dans cette ville ont peut-être un tropisme pro-russe, les autres sont peut-être déjà partis. Bien, vous allez entendre ces témoignages qui ont été tournés et diffusés par la télévision russe. C'est important. Et effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la grande majorité des gens qui n'avaient pas encore fui Kherson étaient effectivement plutôt pro-russes. Écoutez-les. Понимаю, надо собирать чемоданы, потому что если украинцы будут стрелять, они будут стрелять так, что им плевать, что люди тут будут гибнуть. Соответственно, мы собрали чемоданы, приехали, пока ехали на машине, я такая, вроде бы нормально, как будто в путешествие еду, но сейчас вроде бы люди есть, мы не одни. Людям выдают номера телефонов горячей линии. Люди там записываются, разговаривают с сотрудниками горячей линии, и уже люди на той стороне, получается, когда пересекают, знают уже этих людей, у них есть списки, чтобы не было никаких проблем. Мне с работы позвонили, сказали, мы сегодня эвакуируемся, хотя я еще вчера вечером уже знала, что будет эвакуация. Мы сильно боимся, что ГЭС вот это наше. А если ГЭС нас пол Херсона не будет? Est-ce qu'on sait où ils vont? Eh bien non, c'est très flou. Pour bien comprendre, il faut regarder la carte. Vous allez voir, Kherson se trouve ici. La population qui s'en va se trouve donc ici, sur la rive ouest du Dniepr, la rive gauche. Et donc, on voit qu'ils pouvaient effectivement être encerclés ici par les forces ukrainiennes qui progressent. Ils partent donc sur la rive est, la rive droite. Ça, c'est pour la première étape. Ensuite, effectivement, d'autres points de chute sont cités. Peut-être la Crimée, peut-être également cette région de Krasnodar ou encore celle-ci de Stavropol. Le point important, vous le constatez, c'est qu'il ne s'agit pas de régions ukrainiennes annexées le mois dernier par la Russie, mais bien de la Russie elle-même, à laquelle s'ajoute la Crimée. Est-ce que c'est un exode massif? Oui, on parle de 50 000 à 60 000 personnes qui vont partir en 6 jours, environ 10 000 personnes par jour selon les autorités d'occupation, c'est-à-dire en fait la quasi-totalité des habitants de cette ville qui en comptait avant la guerre, rappelons-le, 280 000, mais dont beaucoup sont effectivement déjà partis. Vous restez avec nous, Justine, parce qu'on va parler tout à l'heure de l'aveu. C'est peut-être le premier aveu de la grande difficulté de l'armée russe réalisée par celui qui commande cette armée, en tout cas cette opération. Et c'est assez spectaculaire. Mais juste avant, Général Bamankov, en général, je m'adresse à l'expérience que vous avez de ces théâtres militaires. Quand on décide d'évacuer les habitants d'une ville, c'est qu'on n'est pas très confiant sur l'issue des combats, non? C'est probablement la première chose à laquelle on pense. Je ne sais pas si on peut... il y a beaucoup d'angles d'attaque sur cette évacuation que l'on vient d'apercevoir avec Justine à l'instant. D'abord, j'avais compris, mais peut-être que mes renseignements ne sont pas tout à fait justes, qu'il s'agissait d'abord d'évacuer des personnes qui étaient dans des villages ou des petites villes qui étaient sur les lignes de front, davantage que la population de Kherson proprement dite, qui ont été rassemblées et à qui on a demandé de rejoindre les points de franchissement. Là, c'est la ville, hein, visiblement. D'accord. Alors, il faut se souvenir... Est-ce que ça veut dire que Moscou est aux abois? Voilà, c'est la question pour la poser un peu directement. Pas forcément. Pas forcément? Pas forcément. Je ne le vois pas du tout comme ça. Je pense que derrière tout ça, il y a beaucoup de communication politique. Dans un mouvement comme celui-là, il y a... Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, vous avez entendu ce qui a été dit autour de ce reportage très intéressant. Ils ont parlé de la crainte de se voir bombardés par les Ukrainiens. Mais jusqu'à présent, toutes les destructions en Ukraine ont été le fait des Russes. Les Ukrainiens, par nature, n'ont pas cherché à ajouter de la destruction à la destruction. D'autant que c'est une ville ukrainienne. C'est une ville ukrainienne. Et donc, il n'y a aucun intérêt pour les Ukrainiens à essayer de reconquérir, parce qu'il y a un élément... Enfin, essayer de détruire cette ville. De détruire cette ville. La reconquérir, oui. La détruire, non. Pour une raison qui, à mon avis, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire un zoom sur la carte. Parce que là, c'est très parlant. La ville de Kherson se situe exclusivement sur la rive droite du Dniepr. Voilà. C'est-à-dire, appelons ça le nord. Je ne sais pas si... Voilà. Appelons ça au nord. Disons du côté bleu. À partir du moment où la poche de Kherson sera réduite, si elle est réduite par les forces ukrainiennes, il suffira d'attendre et d'encercler pour que la ville tombe comme un fruit mûr, sans avoir besoin ni d'y mener des combats, ni de la faire souffrir davantage. C'est pour ça qu'il me semblait que c'était plutôt un aveu de difficulté de la part de l'armée russe.
Non, c'est de la communication politique pour dire les habitants de cette région de l'Ukraine ne veulent en aucun cas se retrouver à nouveau sous une administration ukrainienne, car il faut reprendre le narratif depuis le début. C'est une administration... Sauf que là, pardonnez-moi, c'est les Russes qui disent à ses habitants « partez, fuyez, vous n'avez pas le choix, il faut partir ». C'est pas vous êtes libre de rester ou pas, et si vous avez peur d'être sous administration ukrainienne, vous partirez. Là, c'est l'armée russe qui leur dit « il faut évacuer, prenez le minimum de vos affaires, remplissez une valise, partez ». Je pense que c'est de la communication, et beaucoup de communication derrière tout ça, car évidemment, il n'y a aucune volonté de la part des Ukrainiens de détruire Kherson, ni d'ajouter des destructions aux destructions. Isabelle. Moi, je pense que c'est une opération de communication politique, mais qui est un aveu de faiblesse et qui anticipe en quelque sorte une défaite russe qui est actée aujourd'hui à Kherson. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis le début de la guerre, les populations russes ont été elles-mêmes bombardées par les Russes pendant les offensives. Là, en sonnant l'alerte et en disant « attention, les Ukrainiens vont nous attaquer », il y a même eu des propos qui laissaient une ambiguïté « attention, on pourrait subir une attaque nucléaire ». C'est en fait la grosse artillerie qui va justifier l'abandon de Kherson. Enfin, moi, je me dis, mais encore une fois, je suis très extérieur à tout ça, quand on est à peu près sûr de sa force, Kherson, c'est la deuxième plus grande ville conquise par les Russes. Quand on est sûr de sa force, non, Kherson restera russe, on ne fait pas évacuer la population. Non, mais alors on peut se dire que l'armée russe combattra jusqu'au dernier homme à Kherson. Quand on a vu dans quel état elle était depuis quelques semaines ou depuis quelques mois, on peut douter qu'elle résiste aussi à Kherson. Vincent ? Pour l'intérêt du débat, parce que ça n'est qu'une hypothèse, je voudrais juste émettre la suggestion suivante. Est-ce qu'au fond, l'objectif n'est pas de militariser la ville de Kherson, d'en ôter une partie significative de la population civile, en se disant qu'il y aura peut-être un jour une grande explication dès lors qu'on admet le scénario improbable selon lequel les fameuses mobilisations de réservistes vont permettre d'infléchir le rapport de force. Mais encore une fois, ça n'est qu'une hypothèse. Et sans doute elle est d'une rationalité qui échappe à la norme russe du moment. J'observe un autre phénomène, c'est qu'on a là quelque chose qui se joue, qui est quand même historiquement assez fascinant, c'est une sorte de russification à rebours. Vous savez qu'il y a une tradition, notamment de l'époque stalinienne, où on russifiait la Tchétchénie, la Crimée, l'Asie centrale, etc. Là, on va inviter ceux qui se sentent russes, dans cette ville dont on sait qu'elle a été un foyer de résistance dès le premier jour, à s'exfiltrer pour s'installer, on l'a vu tout à l'heure, soit Krasnodar, Crimée, peut-être Moscou ou Saint-Pétersbourg. Donc il y a quand même quelque chose qui interroge, je dirais, l'idéologie maison. Et puis troisième paradoxe, hein, on n'en est pas chiche en la matière, c'est que la Russie a un problème et a toujours un problème avec ses frontières. Václav Havel, qui a été ce grand dramaturge, ce dissident, puis président de la République tchèque, disait que le drame de la Russie, c'est de ne jamais savoir où elle commençait, où elle finissait. En 2016, Poutine lui-même dit « la Russie ne s'arrête nulle part ». Sous-entendu, partout il y a des Russes et la Russie. Bon. Et là, au fond, vous avez donc des territoires qui sont annexés, donc qui devraient reconnaître leur identité russe, et que l'on évacue. Qu'est-ce que ça veut dire de la notion même de frontière détendue et d'identité nationale ? Voilà. Quand même, on annexe une région et 15 jours plus tard, on est obligé d'en évacuer la deuxième ville de toutes ces régions. Jean-Claude. Moi, je partage le fait qu'on est dans une opération de communication du côté de Poutine. Sauf que je mets cela aussi en parallèle avec le fait que les Iraniens viennent au secours. On y viendra. On y viendra, mais ça veut bien dire qu'il y a ici ou là des fragilités que l'on retrouve. Donc, opération de communication, mais je suis plutôt de l'avis qu'il y a là, malgré tout, une faille russe dont ils se rendent bien compte. Et ils ont peut-être envie d'éviter quelque chose de plus sanglant, une sorte de déculotté qui peut-être fragiliserait encore plus Poutine sur le plan interne, parce qu'il faut qu'il envoie des gages aussi sur le plan interne. J'ajoute une brique à la construction de notre réflexion, donc c'est qu'au même moment, il y a l'aveu, et pas par n'importe qui, par le général Sourovikine, c'est-à-dire celui qui vient de prendre en main cette opération spéciale, entre guillemets, qui est une guerre dont plus personne ne doute depuis très longtemps,
Parce qu'il faut se souvenir qu'il y a quelques jours, Vladimir Poutine disait tous les objectifs sont atteints. Tout va très bien, Madame la Marquise. Nous avons tout bien fait. Nous avons tout bien fait. Il avait dit exactement dans ces mots. Patatras, voilà que le nouveau chef de ces opérations militaires vient rompre ce mensonge russe. Justine, qu'a-t-il dit exactement ? Eh bien, le général Sergueï Sourovikine, on vous en parlait ici même il y a quelques jours, c'est effectivement le nouveau commandant de l'opération militaire spéciale, celui qu'on avait d'ailleurs surnommé Armageddon en raison de ses méthodes violentes en Syrie. Eh bien, visiblement, il dispose d'une liberté de parole que ses prédécesseurs n'avaient pas. En 10 jours, il s'est fait une idée précise de l'état du rapport de force avec les Ukrainiens. Écoutez-le. Обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Disons-le clairement, c'est la première fois depuis le début de l'invasion russe qu'un haut responsable du commandement reconnaît des difficultés. C'est son premier aveu de faiblesse. Le second aveu de faiblesse, eh bien, il reconnaît pour la première fois la valeur des forces ukrainiennes sur le terrain. Écoutez-le. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаева-Криворожского направлений. Troisième aveu de faiblesse, il concède que l'armée russe n'est plus à l'offensive. Nous ne cherchons plus à réaliser de grandes avancées, mais tentons de sauver chaque soldat et d'enrayer les attaques de l'ennemi. Non seulement nous minimisons ainsi nos pertes, mais nous réduisons également le nombre de victimes parmi les civils. Vous l'avez compris, il reconnaît que l'objectif de l'armée russe n'est plus d'opérer de nouvelles conquêtes, mais bien de défendre ses positions. Voilà, c'est vrai que cette dernière phrase est assez frappante. Encore une fois, si on la compare à tout ce qui a été le discours russe depuis le début. Et puis c'est peut-être une façon pour Poutine de préparer sa propre opinion publique. Lui ne dira pas, puisqu'il nous a dit qu'il avait tout bien fait, mais en revanche, il envoie d'autres commencer à expliquer que les choses ne sont pas comme elles avaient été prévues dès le départ. Bon, on ne va pas y passer des heures parce que ce qu'il dit nous paraît à nous évident, mais encore une fois, c'est une telle rupture par rapport à ce discours si convenu et si triomphateur de l'armée russe envers et contre tout. Général Bavinkov. C'est incroyable parce que dans le même mouvement, le général Sourovikine a lancé des attaques de drones sur la population civile ukrainienne en masse ces derniers 10 jours. Et là, ils disent, nous réduisons également le nombre de victimes parmi les civils, alors qu'en fait, jamais nous n'avions assisté à des bombardements aveugles aussi importants depuis le mois de mars, probablement. Dont on dit que c'est aussi l'arme du faible, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, cette communication du commandant en chef ukrainien sur le théâtre, je la prends comme elle vient de tomber, mais je la regarde avec beaucoup d'attention parce que je ne vois rien de ce qu'il dit qui est conforme à la réalité que nous observons. Sauf une chose peut-être, c'est quand même les faiblesses de l'armée russe, qui a beaucoup de mal, il est en tension, dit-il, et elle ne peut plus avancer, elle se contente de ne plus essayer de reculer. Isabelle. Il met des mots sur le réel. En fait, ça fait très longtemps qu'on voit les limites de l'armée russe, les tentatives infructueuses de Vladimir Poutine de faire entrer dans la danse des pays comme la Biélorussie. Donc il est possible qu'il y ait un changement de stratégie. Et que l'état-major russe se dise, bon là on est en position défensive, ça ne marche pas, concentrons-nous à nouveau contre Kiev, contre les grandes villes ukrainiennes, d'abord par des attaques de missiles, ensuite par des attaques de drones, et hier par des attaques d'infrastructures électriques. Donc il y a peut-être un changement de stratégie et ils ont peut-être tiré la leçon des limites de leur opération militaire dans l'est de l'Ukraine. Vincent. J'ajoute un élément de réflexion qui n'est pas du tout en contradiction avec ce qui vient d'être exposé, au contraire. C'est plutôt relatif aux luttes internes de nature factionnelle, notamment entre les ultranationalistes. Au fond, en politique française, ça s'appelle le coup de l'inventaire, ça. Ça veut dire, regardez, j'hérite d'une situation catastrophique, je n'en suis pas comptable, je n'en suis pas responsable, et donc tout ce qui pourrait apparaître comme une amélioration de la situation militaire, ou en tout cas un freinage de la débâcle, pourra être mis à mon crédit. Et je pense que ça, c'est vraiment à inscrire dans des enjeux qui sont russo-russes, pour le coup. Voilà, mais on avait le sentiment que jusqu'à présent, il y avait une ligne, et une seule ligne, que tous les militaires devaient l'adopter comme Vladimir Poutine l'adopte. On a fait tout bon, comme vous disiez. Tous nos objectifs militaires sont remplis. Et là, brusquement,
Alors peut-être pour l'intérêt personnel de M. Sourovikine, oui c'est bien ça, Oui. mais Sourovikine, mais en tout cas c'est une rupture avec cette langue de bois si épaisse qu'on entendait jusqu'à avec présent. Une petite nuance près, c'est que c'est pas le premier Deus ex machina que l'on dégaine. Souvenez-vous de Dvornikov, qui avait le même surnom d'ailleurs, le boucher syrien. Bon, parce que lui aussi Son avait prédécesseur. exercé ses talents, ses états de service et de sévice. Alors en Tchétchénie, mais aussi évidemment en Syrie en 2015-2016. Donc on nous a sorti de la Manche une série de chefs militaires qui croulent sous le poids de leur décoration et qui devaient être justement les messieurs miracles de la déroute en cours. Donc est-ce qu'il sera plus brillant que les autres? Rien ne le dit. Alors là,